Je vous laisse la parole. Merci. Ok, merci beaucoup de nous avoir invités. Je me suis rappelé là tout à l'heure que j'étais très impressionné la première fois que je suis venu parler dans un séminaire il y a très longtemps, pour parler au sujet du contrat naturel de Michel Serres. Je crois que c'était dans les années 80. Donc, je suis content de pouvoir revenir. Alors nous allons aujourd'hui vous présenter le texte qui a circulé. Le but c'est de faire un exposé d'1 heure maximum pour qu'il y ait beaucoup de temps à la discussion. On va faire un résumé du texte que nous avons distribué, mais on va quand même ajouter des nouveaux éléments. Comme vous allez voir, on a fait circuler une table des matières qui vous permettra de suivre l'exposé. Et c'est surtout le point 7 qui sera nouveau par rapport au texte qu'on vous a proposé. D'ailleurs, on a récidivé, Yannick et moi, on a écrit encore une autre publication sur le même sujet, qui va paraître dans Tijdschrift voor Cultuur en Criminaliteit, d'où sont tirées les idées du paragraphe 7. Dans ce texte, en fait, on attaque le problème de la fraude scientifique et la science et ses problèmes d'un autre angle, notamment par rapport à l'analyse des réactions qu'on a inventées par rapport aux fraudes. Et c'est de ce point de vue-là que les comités d'éthique et ces montages-là entrent en visière, mais ça Yannick va nous en parler plus tard. Alors moi je vais présenter les 6 premiers points et après c'est Yannick qui va reprendre la parole. Alors la fraude informatique dans notre article, c'est au fait une mise en bouche. C'est la raison, l'occasion, à vrai dire, de notre travail qui porte plutôt sur ce que c'est qu'être scientifique aujourd'hui. Alors, ce qui nous avait surpris, c'est que le monde académique a été très fortement secoué par des cas de fraude scientifique particulièrement audacieux. Et je ne sais pas si ces fraudes et cette indignation ont percolé dans le monde francophone, mais en Hollande, ça a fait énormément de bruit et chez nous en Flandre, ça s'est répercuté. C'est dans le monde francophone qu'on a fraude. Oui, je sais, mais vous êtes... Oui, c'est pour ça que je vous considère comme des bulles de résistance. Attendez. L'affaire Stapel aux Pays-Bas, c'est un psychologue social qui avait une liste de publications A1 ou Web of Science. À partir de maintenant, je vais dire WOS pour Web of Science, ou Institute for Scientific Information. C'est normal, c'est très important dans les sciences de notre côté en tout cas. C'est la méthode de mesure des publications. Il en avait plein des publications Web of Science. Et il s'est avéré qu'au fait, une grande partie de ces publications étaient basées sur des données inventées. Donc il avait rempli ses formulaires lui-même, et ainsi de suite. Il avait eu beaucoup de succès. Il était doyen de la faculté et il a été démis après que c'est venu à la lumière. Un autre... Ça, c'est de la fraude, ça. Ça va bien ensemble. Voilà. Alors, un autre exemple en Hollande aussi, un psychologue. Il ne faudra pas généraliser aux psychologues, mais là, c'était un psychologue de l'entreprise, Dirk Meesters, quelqu'un qui avait fait son doctorat à Louvain, qui a commencé ses travaux à Rotterdam, et puis s'est avéré qu'il avait triché dans plein de publications. Alors une autre histoire très récente, c'est celui d'un généticien, quelqu'un qu'on nomme un top excellent, un stem cell researcher japonais, un certain Sasai, un directeur de laboratoire, et l'homme s'est suicidé après qu'il s'est avéré qu'une
ses collègues, ses collaboratrices avaient inventé des données et qu'elle avait fait croire à une méthode de production facile de cellules souches. Et donc ça avait fait un énorme bruit parce que la production facile de cellules souches, ça aurait été vraiment très important en génétique. Bon, l'homme s'est suicidé après ce qu'on a nommé un media bashing. Et la honte, la perte de sa respectabilité au Japon, il paraît que c'est très lourd à porter. Bien, alors face à ces quatre, bon, je dois vous avouer que, non, je vous avoue pas, non, je vous dis qu'on a eu un cas à la VUB aussi, duquel on était très proche, un doctorat plagié qui a été retiré. Il s'agissait de quelqu'un qui avait traduit un manuel de management sur le management de l'organisation et avait transposé toute sa traduction sur les organisations criminelles. Et donc c'est un doctorat en criminologie, j'étais copromoteur. Donc si on veut, on peut parler de cette histoire. C'était une histoire terrible parce qu'on a mis en route une procédure et ça a mené au retrait de son doctorat et donc il a perdu son boulot de professeur aux Pays-Bas après. Donc on était assez proches, on était un peu impliqués. Alors ce qu'on a vu d'après ces affaires en Hollande et aussi en Belgique, c'est des déclarations musclées. Les autorités académiques, non responsables académiques, ont commencé à lancer des campagnes et un des mots-clés dans ces campagnes c'était la zero tolerance et absolument il fallait intervenir contre ces fraudes, prendre des mesures, etc. Et on en parlera plus tard de quelles mesures ont été prises. En tout cas, ces réactions étaient pour nous, évoquaient des réactions par rapport à la criminalité qu'on connaît bien en tant que criminologue. Donc c'est des réactions un peu exagérées, des réactions stigmatisantes, des réactions qui décontextualisent aussi. Et ça, c'est un peu le point. Alors l'étonnement par rapport à ces cas de fraude nous a surpris. Nous a surpris parce que il existe effectivement une malheureusement assez riche littérature dans le domaine. Il y a des livres qui décrivent le nombre et des séries de fraudes scientifiques. Il y en a beaucoup, comme le livre de Judson. Et ce qui est remarquable, il existe déjà un article de 1830 de Charles Babbage, présumé l'inventeur de l'ordinateur, qui s'en prend aux différentes fraudes scientifiques, déjà en 1830. Donc c'est certainement pas un problème nouveau. Il y avait des vieux débats, des débats qu'on pourrait nommer presque criminologiques, vous voyez les raisons de notre collaboration, des débats presque criminologiques au sujet de la façon dont il faut comprendre ces fraudes. S'agit-il les fraudeurs, est-ce que ce sont des pommes pourries ou est-ce que ce qu'on voit c'est la pointe de l'iceberg et un énorme dark number, est-ce que c'est structurel? Alors on voit tout de suite les différences qu'il peut y avoir entre des approches criminologiques et théologiques, des approches du symbolisme interactionniste ou même de la criminologie critique par rapport à ces fraudes. Donc là aussi on s'est trouvé. Un autre problème qui se pose et sur lequel on reviendra, c'est les problèmes de responsabilité individuelle ou de responsabilité ou de la responsabilité collective ou la dimension structurelle même de ces fraudes. Alors, un second point, c'est que on constate aussi que l'intégrité et l'honnêteté des pratiques dans une société régie par la concurrence, la compétition, au fait, ces problèmes d'intégrité et de fraude, on les trouve partout. On les trouve partout et c'est peut-être pas nécessairement exceptionnel que ça se passe en sciences. Et un des bons exemples, c'est le livre de Pierre Lascombe que vous connaissez bien, qui a été publié très récemment sur la probité publique, où au fait on parle de ces mêmes genres de problèmes, mais dans les questions de gouvernement. Alors, on s'est dit qu'on allait essayer de parler de la fraude, mais pour parler d'une problématique
qui, pour nous, est plus large et plus fondamentale et sur laquelle, au fait, je travaille déjà depuis longtemps. C'est d'essayer de comprendre ce que font les scientifiques et quelles sont leurs contraintes et par rapport à quoi on peut frauder avant de se demander quelles sont les fraudes et avant d'en faire le procès, pour ainsi dire. Alors, ça nous mène au second point de la table des matières. Il y a différentes sciences. Il y a différentes sciences, et on y reviendra après, mais pour qu'on puisse parler de différentes sciences, il faut qu'il y ait un caractère générique qui relie toutes ces sciences, notamment quelle est la singularité générique des sciences. Alors, en deux mots, je crois que ce qui fait le propre de toutes les sciences, ce qui définit les sciences par rapport à la non-science, c'est qu'il s'agit toujours de pratiques collectives qui visent à produire des connaissances robustes, fiables et rectifiées et donc aussi rectifiables. Bon, je n'ai pas inventé cette définition moi-même. Ceux qui ont revu l'appareil de notes de notre article voient d'où je me suis inspiré. C'est Prigogine, Stengers, Latour, Calon. En fait, c'est les écoles STS, on pourrait dire, de Science, Technology and Society. Alors cette définition ou cette description de la généricité des sciences, elle a deux éléments constitutifs. D'abord, c'est ce que j'appellerais à la suite de Bruno Latour l'objectivité. Et je parle d'objectivité, on parle d'objectivité parce que pour faire la différence avec l'objectivité, l'objectivité pour nous désigne une attitude, on essaye de rester distant par rapport à ce que l'on étudie, alors que l'objectivité met le focus sur l'objet de l'étude. La connaissance produite est supposée correspondre le plus fidèlement possible à ce que son objet permet d'en dire. Et pour s'approcher tellement, pour arriver à être proche de l'objet, pour toucher son être, il faut s'en rapprocher le plus fort possible. Il faut le tâter, il faut le travailler. Donc, il n'y a pas du tout cette distance impliquée par l'objectivité dans la notion d'objectivité. Alors, l'objectivité veut dire qu'on tient méticuleusement compte des circonstances dans lesquelles le questionnement est mené et aussi de la manière dont l'objet est mis à l'épreuve. Qu'est-ce que notre questionnement induit? Comment faire pour que la connaissance produite ne soit pas artificielle, produite par nous plutôt que tirée au sujet de l'objet? Et ce qu'il faut prendre très au sérieux aussi en conséquence de la contrainte d'objectivité, c'est que l'objet est capable d'invalider les conclusions du scientifique. Bref, idéalement, le scientifique devrait donc réussir à conférer au phénomène ou à l'objet de ses recherches le pouvoir de définir la façon dont cet objet doit être décrit. Conférer au phénomène décrit le pouvoir de définir la façon dont il doit être décrit. Pas détruit, ça c'était un beau lapsus. Bien, alors, deuxième aspect, c'est il s'agit d'une pratique collective, donc il n'y a pas de science sans mise à l'épreuve réciproque des scientifiques c'est-à-dire des peers. Ces chers collègues doivent s'intéresser à vos travaux, et ces chers collègues peers sont ceux qui, pour ainsi dire, se réveillent la nuit parce qu'ils sont aux prises avec les mêmes questions que vous. Ça, c'est l'idée originale du peer, c'est celui qui est en train de décortiquer le même problème, qui formule la même question, qui est aux prises avec le même objet. Alors, la mise à l'épreuve mutuelle dans le réseau des peers implique que l'on se contrôle mutuellement
que toutes les propositions sont évaluées par des pairs compétents et que de cette façon-là, on élimine ou renforce des propositions faites. On verra plus tard que ça se fait très différemment dans les sciences expérimentales comparées aux sciences humaines, mais en général, il s'agit d'un processus collectif qui, à un certain moment, se stabilise. À un certain moment, tout le monde peut être d'accord, certainement en sciences dures, que telle et telle expérience démontre, et qu'il est indémontrable de le faire autrement, que l'habit tombe de cette façon, sous telle et telle condition, etc. Donc le fait se stabilise, et c'est alors qu'on passe de la science en action, comme dit Bruno Latour, à la science stabilisée. Or, cette stabilisation n'est jamais définitive. Elle peut toujours, le processus peut toujours reprendre à la lumière de nouvelles interprétations, de nouvelles découvertes. Donc, quelques conséquences importantes de cette proposition de vue sur les sciences, c'est que d'abord, les propositions d'un scientifique doivent être conçues comme une contribution à la dynamique de l'ensemble, du réseau et du collectif avant tout. Il ne s'agit pas de mérite personnel avant tout, il s'agit toujours de poursuite de travaux déjà faits, toujours d'une production scientifique dont la totalité du réseau devrait pouvoir être responsable. Et ce qui vaut comme une contribution scientifique est déterminé par les scientifiques eux-mêmes. Donc ça, c'est là qu'on trouve, je crois, l'origine du claim d'autonomie des sciences. Ce sont les scientifiques eux-mêmes qui décident de la validité scientifique des propositions des autres. Alors ce que ça implique encore, c'est que les scientifiques se rendent totalement contrôlables, contrôlables et transparents, pour que justement les pairs aient la possibilité de vérifier leur démarche, mettre à l'épreuve et de les réfuter. Ce qui veut dire qu'il faut tout divulguer, qu'il faut être précis par rapport à ses sources, qu'il faut décrire dans les moindres détails comment on en arrive à une proposition scientifique dans toutes les sciences. Et cela, indirectement, enfin non, directement, explique les conventions très strictes qu'il y a en matière de référence, de citation. On cherche à créer des mécanismes d'harmonisation des méthodes de référence et de transparence pour faciliter le contrôle, pour l'automatiser. Ce qui a naturellement un certain danger de nouveau aussi, parce que ça devient de l'automatique. Mais bon, donc ça explique. Donc la transparence mutuelle et la science telle qu'on l'a décrit, au fait, elle suppose une considérable dose d'ouverture d'esprit et surtout de confiance mutuelle, parce qu'elle implique de se jeter à l'eau toujours. Elle implique toujours de mettre ses propositions à l'épreuve de celles des autres. Et cela implique ce qu'on a appelé un gentlewoman's agreement dans la communauté scientifique, c'est-à-dire nous comprenons, nous travaillons positivement, même quand on est dans la critique et ainsi de suite. Donc confiance mutuelle. Et c'est confiance mutuelle, pour vous donner un avant-goût vers où nous allons, confiance mutuelle, c'est déjà très très différent que compétition. Et c'est dans cette direction qu'on est en train d'aller. Alors encore un ajout, la conception des sciences qui dit que la science est une productrice de savoir robuste et fiable, donc de savoir mis à l'épreuve, elle implique que ce qui distingue un scientifique d'un non-scientifique, c'est qu'il prend un risque. Notamment le risque de rater. Il ne sait pas où il va produire du savoir qui n'est pas encore là. Et produire du savoir qui n'est pas encore là, c'est un résultat souvent de poser les bonnes questions, de développer un bon questionnement par rapport à un objet qui doit jouer un rôle dans la façon dont on pose la question. Donc, on peut rater, on peut taper à côté, et si une proposition d'un scientifique se voit invalidée, c'est toujours une contribution.
c'est toujours une contribution à l'avancement, à la progression des sciences. Pourquoi? Parce qu'on ferme une porte. Et la fermeture de porte, c'est un pas en avant parce que ça permet de se concentrer sur ça. Toi, tu as peur que je prenne trop de temps. Alors bon, de ce point de vue-là, si on fait un retour à la fraude scientifique, il est évident que les fraudes que nous connaissons, les FFP, c'est-à-dire la fabrication ou fabulation de recherche, la falsification ou la manipulation de données et le plagiat, FFP, fabrication, falsification et plagiat, que ces agissements sont contraires à la description que nous proposons des sciences. Elle crée de la non-contrôlabilité et surtout, elle exprime une négation du principe de l'objectivité, pour ainsi dire. On ne se lie pas du tout à ce que l'objet, on ne cherche pas le droit de parler dans l'objet, non, on se l'invente, on s'invente son objet. Donc par rapport à la science, comme on l'a décrit, la fraude est évidemment inacceptable. Or, ce qui est un point intéressant, et ça, je crois qu'on le décrit surtout dans notre second article, c'est qu'il est tout aussi problématique pour la science quand il s'agit de mauvaise science. Enfin, comme on peut dire la sloppy science, la science qui n'est pas volontairement frauduleuse, mais qui est de mauvaise qualité. Et c'est là où on voit l'aspect qu'on pourrait dire droit civil, droit pénal, la faute civile, la faute pénale, en fait, elles ne font pas tellement de différence par rapport aux résultats scientifiques proposés. Elles causent le même problème. Donc le problème de la fraude, pour nous, n'est pas un problème fort différent que le problème de la mauvaise science, car l'effet pour la science, en fait, reste le même. Donc ça, c'est un point important que l'on fait dans notre autre article, je crois. Alors on s'est dit aussi, et ça c'est l'inspiration des criminologues, c'est qu'en se concentrant sur les écarts individuels, donc les pots pourris, on passe au fait sous silence, et on déproblématise, je crois, d'un coup, le cadre et les conditions de la pratique scientifique dans laquelle ils se produisent. Donc, une de nos conclusions, c'est que l'attention particulière portée au cas individuel permet de détourner l'attention par rapport à des problèmes beaucoup plus importants qui se posent au sein de la science. Et c'est pour ça qu'on affirme que la dramatisation des écarts individuels fonctionne avant tout comme une confirmation de la légitimité du système et du status quo du système. Et en criminologie, je crois qu'on peut dire la même chose de toutes les formes d'explication étiologique du crime. Elle ne se pose pas la question d'où nous vient la définition du crime. Mais ça, peut-être qu'on pourra en discuter. Donc de là la métaphore du paratonnerre, c'est ça? La métaphore du paratonnerre, en effet. Et au fait, je crois que dans la table des matières, on a mis un nouveau mot, on a mis la diversion. Je crois que c'est un meilleur mot que paratonnerre. Oui, dans le titre c'est paratonnerre, mais après en réfléchissant, le paratonnerre en néerlandais ça a une autre connotation. Bliksemafleider, ça s'emploie de façon plus métaphorique en néerlandais. Donc ce qu'on veut dire par paratonnerre, c'est diversion. C'est-à-dire on organise une diversion. Alors ça nous mène au point 4, la pluralité des sciences. Donc d'une part, on a décrit ce que pourrait être génériquement parlant de la science, mais nous sommes bien conscients que les sciences se pratiquent de fort différentes manières, qu'il faut toujours parler au pluriel quand on parle de science et tenir compte des singularités disciplinaires. Et ces singularités disciplinaires, elles sont surtout, je crois, liées aux critères d'objectivité. Tous les objets ne se ressemblent pas. Les objets étudiés posent d'autres contraintes aux chercheurs. Et c'est
l'objet des différentes disciplines qui leur fait prendre une autre forme, je crois. Alors, on va passer d'abord par ce qui fonctionne comme modèle dans l'imaginaire scientifique, c'est les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales. Et au fait, même si elles sont prises comme modèle, ce qu'il faut constater, c'est que la place qu'elles occupent parmi la totalité des sciences est très particulière, parce que les sciences expérimentales, contrairement à la généralisation du modèle des sciences expérimentales, les sciences expérimentales sont les seules qui fournissent des preuves, sont les seules sciences qui fournissent des preuves. Et l'exemple typique, c'est le plan incliné. Bon, je m'inspire des travaux d'Isabelle Stengers quand je réfère au plan incliné de Galilée. En fait, le plan incliné de Galilée, c'est l'invention du dispositif expérimental. Et quand Galilée dit qu'il peut dire comment les objets tombent, c'est-à-dire qu'il peut décrire le processus d'accélération d'un objet qui tombe d'une seule et exclusive et unique manière, au fait, ce n'est pas lui qui parle. C'est cette bille qui parle, qui descend du plan incliné et qui tombera d'exactement la même manière partout dans le monde si le même dispositif expérimental est construit. C'est-à-dire que tous les scientifiques du monde pourront créer un dispositif similaire, essayer de faire tomber les billes, de les faire accélérer différemment, mais non, cela ne marchera pas. Donc on a fourni la preuve. La preuve, elle est dans la mise en scène que le scientifique a réussi à créer pour faire tomber, pour faire se dérouler une expérimentation. Il est clair que les objets hors du laboratoire, hors du dispositif de Galilée ne tombent pas de la même façon. L'oiseau ne tombe pas de la même façon, la plume ne tombe pas de la même façon, tout est beaucoup plus compliqué. Donc ce que permet d'affirmer le dispositif expérimental est une preuve, mais dans les données du dispositif, c'est-à-dire en tenant compte de tous les paramètres qui rendent le dispositif expérimental possible. Donc, au fait, on peut dire qu'une preuve expérimentale, elle répond d'abord au problème tel qu'il a été posé, construit par le scientifique, et elle s'obtient au prix d'une purification de ce qui est emmené ou sorti du dispositif ou du laboratoire. On purifie l'environnement de l'objet qu'on étudie. Et c'est justement cela qui permet de fournir des preuves, mais cela implique aussi que dès qu'on sort les propositions du contexte du dispositif, elles perdent de leur robustesse et elles perdent de leur fiabilité. Or, et ça, je crois, ça c'est le point important, les dispositifs comme ils sont décrits, comme je les ai décrits, relèvent beaucoup plus de l'exception que de la règle. Il y a énormément d'objets, la grande majorité des objets d'études des sciences, qui ne se comportent pas comme des billes, et qui ne permettent tout simplement pas d'être transposés sans gros problème dans des dispositifs expérimentaux. D'abord, parce que certains objets ne sont pas du tout insensibles, comme la bille, aux interventions du scientifique. C'est le mot que Latour et Stengers emploient pour caractériser un objet comme la bille, c'est que c'est un objet récalcitrant. Il n'y a pas moyen de l'influencer. Donc, la plupart des objets des sciences ne sont pas récalcitrants, c'est-à-dire qu'ils réagissent au dispositif dans lequel on les place, comme les animaux et les humains. Et le risque qu'on prend dans ce cas-là, c'est que l'expérience devient une expérience à sens unique, et elle devient beaucoup plus un exercice de pouvoir qu'un exercice de production
de savoir. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que beaucoup d'objets sont tout à fait intransposables dans des laboratoires, parce qu'il serait beaucoup trop réducteur d'en tirer des conclusions, ou tout simplement parce que c'est impossible de les mettre en laboratoire. Le climat, c'est le meilleur exemple. On ne peut pas faire un travail de laboratoire sur le climat. On peut en prendre certains aspects, mais le climat, en tant que problème global, est non transposable dans un laboratoire. Un processus de guérison, guérit-on? C'est quelque chose de très très subjectif, de guérir. Il y a des gens qui guérissent aux mains des faiseurs de miracles. On ne peut pas leur nier la guérison qu'ils ont éprouvée. Donc, comment décrire le processus de guérison dans un laboratoire? C'est impossible. Ce qu'on peut faire, c'est de la biochimie. Et c'est de voir et de constater que tel et tel agent tue telle et telle bactérie. Mais en tirer des conclusions sur la guérison, déjà, ça devient impossible. Donc, guérir dans un laboratoire, ça semble quelque chose de quand même de très très difficile à étudier à l'intérieur d'un dispositif. Alors, une petite parenthèse. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit sur les marchands de doute, par Oreskes et Conway. Et dans ce livre, l'argument principal, c'est que se développe une catégorie d'acteurs lobbyistes politiques qui demandent des preuves là où justement on ne peut pas en fournir. Et ça s'est vu en matière du lobby du tabac. On ne peut pas prouver que le tabac est dangereux, etc. On n'a jamais établi de preuves à ce sujet, alors que on peut naturellement produire du savoir robuste et fiable, qui ne soit pas une preuve, mais qui soit consistant, insistant, et dont la cohérence prend forme avec le nombre d'éléments qui vont s'y ajouter. Donc, il y a du savoir scientifique, et la grande majorité d'ailleurs, qui ne fournit pas preuve, mais qui est tout aussi scientifique, qui est tout aussi robuste, mais où on n'arrive jamais à ce degré de noir-blanc, oui-non. Et les semeurs de doute, ce sont ceux qui, pour des raisons politiques, vont exiger des preuves pour arrêter la réflexion, comme en matière de climat, comme les climato-sceptiques, alors qu'on ne peut possiblement pas en procurer, car justement on ne peut pas prouver, selon un dispositif expérimental, que notre climat se réchauffe ou non. On a toutes sortes d'indications convaincantes, 1000 fois convaincantes, que cela se produit, mais les semeurs de doute vont justement jouer sur cette attente de preuves qui pourraient être procurées par des sciences expérimentales qui ne sont pas à leur place là. Donc, la science expérimentale peut prouver des faits de manière irréfutable, mais cela ne concerne qu'une partie particulièrement limitée des sciences. Et même dans ce petit segment des sciences, la réussite qui fait danser les scientifiques dans leur laboratoire est très très exceptionnelle. Alors ça change déjà dans les sciences de terrain, comme en agronomie, en géologie. Les observations sont faites sur le terrain, on en extrait des échantillons, on les prélève et on les analyse dans les laboratoires. Or déjà, on voit que par la sortie des éléments de leur milieu qui les influencent, certainement en géologie ou en agronomie, on perd déjà un nombre des données qui peuvent avoir une importance pour les propositions à faire, et la preuve ne pourra plus être fournie, sauf que on pourra faire des constatations très consistantes et très insistantes qui permettent le développement d'un savoir géologique ou en agronomie tout à fait nécessaire et important. Mais on n'arrive pas au degré preuve. Donc on produit du savoir robuste à travers les processus que nous avons décrits au début de l'exposé. Or, le noir-blanc de la preuve ne se montre pas ici.
Ce n'est pas pour cette raison qu'on n'a pas produit de savoir scientifique. Alors les sciences sociales, hein, sociologie, psychologie, démographie, là, ça devient encore plus difficile. Ça devient encore plus difficile parce que tant celles qui travaillent selon des enquêtes quantitatives que celles qui travaillent selon des enquêtes qualitatives vont influencer l'objet qui est l'humain ou sa société, etc. Donc on intervient de façon à ce qui est réaction de l'objet. Et un des problèmes des sciences sociales, démographie, psychologie, etc., c'est que elle est liée au problème de l'objectivité. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours éviter des questions suggestives qui trahissent ce que l'enquêteur présuppose. Hein, et il faut aussi, pour rendre honneur au principe d'objectivité, poser des questions que l'objet se pose lui-même ici. Parce que l'objet comprend très très bien ce qu'on dit au sujet de lui. Donc il y a un nouvel interlocuteur, c'est pas la bille récalcitrante, non, c'est quelqu'un à qui on s'adresse, l'animal auquel on s'adresse. Les travaux de Vinciane Desprez montrent très très bien à quel point les animaux changent quand on les étudie, et que pour ne pas leur faire un enfant dans le dos, hein, il faut entrer en rapport avec eux, et donc créer un rapport qu'on peut décrire. Dans la mutualité qu'il crée. Donc l'objectivité implique là un engagement par rapport à la réaction de l'objet, bien plus que le contraire. Bien. Ce qui est aussi un grand problème des sciences sociales, c'est la passivité, le désintérêt, et encore tout aussi problématique, même beaucoup plus problématique, c'est la bienveillante participation de ceux qu'on interroge, auxquels on pose les questions, qui font l'objet des enquêtes quantitatives et qualitatives. Alors, un grand problème ici, c'est aussi l'ethnographie qui essaye de répondre à ces problèmes. C'est comment faire partie sans influencer, ou bien influencer tout en tenant compte de l'influence qu'on a. Donc, l'ethnographie est un énorme défi. Alors les humanités, ça c'est encore un autre genre de production de savoir. Là on est dans les approches interprétatives, herméneutiques, en philo, en sciences littéraires, en linguistique, en histoire même. Hein, le rapport avec les traces que laisse l'histoire est un rapport herméneutique. Bon, on peut dire que dans l'archéologie il y a des composants de laboratoire aussi, c'est certain, mais en général, et ça, là je me laisse inspirer par Paul Venn, il s'agit de tracer un récit qui permet de mobiliser la plus grande partie d'éléments qui le confirment. Et donc en histoire, on relie les traces. En droit, en science du droit, il y a les principes de l'herméneutique juridique qui doivent être appliqués aux textes, aux sources que le droit reconnaît comme source. Donc, il s'agit là, dans les humanités, de nouveau, hein, d'un travail très très différent que dans les autres sciences, mais la contrainte est double de nouveau. Il y a objectivité, car il émane des matériaux, que ce soit des documents historiques, des sources juridiques, des textes littéraires, un effet contraignant. On n'est pas libre de les interpréter comme on veut, et il y a une méthode d'interprétation qui s'impose, et puis c'est la pratique collective qui va jouer. Donc, parmi les hommes de doctrine ou les personnes de doctrine en droit, par exemple, la doctrine juridique, elle joue le jeu de mise à l'épreuve mutuelle, comme cela se joue dans les autres sciences, les sciences expérimentales. Les textes sont scrutés par les autres spécialistes, hein, et on fait référence à l'autre, et on avance petit à petit, tout en tenant compte de ce qui se passe dans l'objet, entre guillemets, notamment par rapport aux décisions des juges, par rapport à ce qui se passe dans la pratique étudiée. Donc l'horizon est déjà beaucoup plus compliqué que le rapport qu'on peut avoir par rapport à la vie. Bon, alors en résumé, le constat de la pluralité des sciences s'oppose à la généralisation du modèle
des sciences expérimentales. Et a fortiori, une politique scientifique qui veut que ce soit justement ce régime-là qui serve d'étalon pour toutes les sciences devient problématique. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça nous met au point 5, nous mène au point 5, la colonisation par la knowledge economy, donc la science se voit changer depuis mettons, les années 60 des derniers siècles. C'est la Republic of Science où les pairs compétents décident de façon autonome de la politique scientifique, est en train de laisser la place à une économisation des rapports dans les sciences. Pour les universitaires et les chercheurs académiques, aujourd'hui, afin de survivre, il est devenu nécessaire et impératif, d'une part, et ça je crois que vous reconnaîtrez immédiatement dans l'image, d'obtenir des brevets, de faire de la recherche en collaboration avec les entreprises, de mettre en place des filiales rentables ou des spin-offs des universités, de s'inscrire dans des programmes d'innovation et ainsi de suite. Il s'agit là d'un modèle de subside à travers des productions directement applicables. Chez nous, à la VUB, on a un conseil de la recherche et depuis quelques années, nous avons un rectorat TTI, un vice-rectorat à côté de celui de la recherche, et ça s'appelle le TTI, c'est le Technology Transfer Interface. Et ce que fait ce vice-rectorat, c'est s'occuper de tout ce qui est valorisation. Donc le mot d'ordre, c'est la valorisation. Et le TTI se transpose. Au début, on se disait, laissez-les faire, c'est pour les ingénieurs. Mais ils ont dirigé le regard vers les sciences humaines. Il faut que nous, on valorise aussi. Alors dit, bon, si vous ne pouvez pas produire des techniques, eh bien, il faut vous voir à la télé. Enfin, je fais un peu la caricature, mais c'est dans cette direction qu'on va. Il faut participer au gouvernement. Il faut faire des propositions utilisables. Et de plus en plus, effectivement, on voit, à côté du Conseil de la recherche, ce Conseil TTI prendre de l'ampleur et même presque effacer le Conseil de la recherche. C'est un rapport de pouvoir qui devient très problématique dans notre université. Pourtant, le recteur est très satisfait du travail de ce TTI. Pourquoi? Parce que justement, ça rapporte de l'argent, et le fait que ça rapporte de l'argent, ça rapporte des subsides, et ainsi de suite. Donc, c'est des processus économiques qui se mettent à infiltrer très dangereusement les sciences, jusque dans les sciences sociales. Alors, d'autre part, second aspect, c'est que la compétition elle-même est introduite à travers les procédures de mesure du succès des scientifiques par la quantité de output qu'ils produisent. Alors, quantité de output, maintenant on est passé du financement sur base des nombres d'étudiants, c'est du financement plus ou moins forfaitaire aussi parfois, un système en Flandre de subsides basé sur les prestations en matière de publication et de output. Donc c'est un véritable principe d'organisation de toutes les sciences. Ce qu'il faut faire, c'est produire le plus possible de output qui donne droit à des subsides, d'output subsidiable, c'est-à-dire certaines publications dans certaines revues, c'est-à-dire des doctorats. Mais c'est encore plus dur que cela, car l'enveloppe de subsides est fermée, ce qui veut dire qu'il ne faut pas seulement en publier beaucoup, non, il faut publier plus que les autres. Il faut accélérer dans la mesure de publication. Donc, l'enveloppe des moyens à partager est limitée, ce qui implique qu'un concurrent doit croître plus rapidement que les autres afin d'agrandir sa part du gâteau.
Alors nous, dans mon groupe de recherche, on y reviendra, on joue le jeu, on essaye de publier beaucoup, mais on se rend compte qu'on publie déjà beaucoup trop pour que ce soit sain, et en fait nos subsides diminuent. Nos subsides diminuent parce qu'ils se débrouillent à publier encore plus de l'autre côté du campus. Donc il y a vraiment, ça devient vraiment asphyxiant. Bon, il y a un autre mécanisme qui joue aussi, mais je ne vais pas l'expliquer là en ce moment. Mais donc, un des problèmes qui suit de cette décision de faire du financement par le output, c'est que pour appliquer des principes d'économie, il faut numériser, il faut quantifier, parce qu'on ne peut pas distribuer des subventions, on ne peut pas organiser une compétition sans la chiffrer. Et c'est ce qui a donné lieu à ce que j'appellerais la métastase de la bibliométrie et de la scientométrie. J'emploie pas des mots gentils, mais bon, c'est pour être clair. Hein, la technique bibliométrique qui fonctionne peut-être un peu convenablement dans les sciences expérimentales. Pourquoi est-ce qu'elle peut fonctionner là? Ben, elle peut fonctionner dans les sciences expérimentales parce qu'en sciences expérimentales, il y a preuve et tout le monde, tous les chercheurs doivent se mettre d'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord avec une preuve, sauf à prouver le contraire. Donc un peer est quelqu'un qui peut accepter, qui peut refuser certaines choses, mais qui doit en accepter d'autres. Donc le peer review anonyme qui fait la clé des systèmes de biométrie, hein, qui est au cœur de ce qui permet une revue d'être reconnue comme une revue scientifique, elle est basée sur un système de mesures quantitatives basées sur une qualité tirée aux conditions tout à fait particulières des séances expérimentales où effectivement on peut et on doit se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Alors ce qui caractérise les revues en sciences dures, c'est naturellement que ce sont des revues qui ne sont lues aussi que quasiment par des peers. Elles sont pour des peers, par des peers. Hein. Une revue de physique théorique, hein, personne d'autre que des physiciens théoriques universitaires la lisent, et c'est un petit monde clos, et c'est pas grave. Ça n'est pas grave, ça fait partie de la façon dont ces gens font de la science. Sauf que cette transposition n'est pas possible vers les sciences non dures. Pourquoi? Parce que là, il y a plusieurs façons de voir, il n'y a pas de preuve pour mettre tous les peers d'accord, les données sur lesquelles on travaille ne sont pas universalisables, on ne peut jamais transposer son filtre social, son objet d'étude humain ou animal ou de société partout dans le monde, et en plus de cela, les scientifiques en sciences humaines et en humanité ne s'adressent pas qu'à leurs peers. Que serait un philosophe qui ne publiait que dans une revue lue par des autres philosophes? Ce ne serait plus un philosophe, puisqu'il n'aurait aucun impact conceptuel sur ce qui se déroule. Que serait un juriste qui écrirait dans des revues qui ne seraient que lues par les académiciens, les scientifiques du droit? Non, justement, la mise à l'épreuve dans les sciences humaines de ce qu'on propose est une mise à l'épreuve pas seulement par les peers scientifiques, mais aussi une mise à l'épreuve qui est liée à l'objectivité, à la contrainte d'objectivité, c'est-à-dire que l'objet réagit et doit être entendu dans sa réaction. Et donc un juriste qui écrirait des textes de théorie de droit qui ne seraient que lus par des philosophes, en fait, il aurait raté son but. Hein, il faut pouvoir intéresser ceux de qui on parle, sinon on s'est trompé. Je crois qu'il y a un problème très, 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 très fondamental. Bon, alors ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, hein, même dans les sciences dures, la bibliométrie est sous pression. Pourquoi? Parce que toutes sortes de trucs ont été inventés pour faire monter les chiffres. Le coautorat, toutes sortes donc, la technique du salami, ce qu'on pourrait publier dans un grand article, on le publie dans ces petits articles, etc. Et l'auteur néerlandais qui a analysé de fond en comble l'affaire Stapel, Appmann dit ça très très joliment. La publication scientifique est devenue une monnaie et il y a eu dévaluation. Donc la monnaie de la publication, c'est exactement ce qui s'est passé, même en sciences dures. Mais alors on voit chez nous
dans les sciences non dures, hein, pour ainsi dire, hein, dans les humanités et dans les sciences sociales, on supporte très très mal ce principe de bibliométrie par l'anonyme, le double peer review anonyme dans des revues nécessairement en anglais, etc. Il y a toute une série de raisons que nous décrivons dans le texte et que par manque de temps je ne vais pas répéter. Mais il est clair que la bibliométrie a un effet néfaste pour les sciences humaines. Elle oblige les sciences humaines à se profiler d'une façon tout à fait contraire à leurs contraintes. C'est-à-dire, publier en anglais, qu'est-ce que nous, en tant que juristes, on doit aller publier en anglais dans des revues qui ne sont lues, hein, qui ne sont lues que par des gens qui parlent enfin, qui ne sont lues que par des spécialistes chercheurs anglophones, alors que notre système de droit fonctionne en néerlandais et en français, et on s'adresse à des juristes, qu'on puisse le faire une fois tous les 5 ans dans un ouvrage ou dans une revue de droit comparé, naturellement, et ça c'était très important de le faire aussi d'un point de vue scientifique, mais on se met à nous imposer des critères oui, de langue même. Il faut que vous publiez en anglais parce qu'indirectement, c'est la lingua franca qui est acceptée dans toutes les sciences. Alors, ce que nous, on a constaté dans les chiffres dans notre faculté, c'est que les subsides distribués pour le fonctionnement de base aux différents départements sont distribués sur base des publications reconnues, c'est-à-dire généralement des publications en anglais, WOS, ASI, et les groupes qui se débrouillent, c'est le droit international, le groupe de théorie de droit, et surtout mon groupe, parce qu'on travaille sur le droit européen, on publie presque tout en anglais, et puis le droit privé, le droit public, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, c'est monstrueux. Donc, il y a là, on voit très très bien les sélections qui se font après l'introduction de ces critères bibliométriques. Alors, je voulais faire un petit retour sur la fraude scientifique, mais je crois que vous avez compris ce qu'on a voulu dire. Quand les autorités universitaires, mettent tellement d'accent sur la lutte contre la fraude informatique, ça sonne un peu faux et ça sonne comme une diversion. Et donc on n'a pas voulu rentrer dans ce discours, même, ça fait une parenthèse personnelle, même après que nous avons dû faire une procédure de retrait de doctorat. C'était à peu près au même moment que nous avons écrit ces écrits. Donc oui, il y a des choses qui ne se font pas, mais il faut les estimer à juste mesure. Alors je permets à Yannick de parler encore un quart d'heure. Excuse-moi. Merci. Je ne sais pas s'il faut... Comme ça. Okay. Oui, donc il me laisse pas une minute. En fait, il a dit au début, je vais parler 1 heure. Bon, voilà. Alors, puisque le temps court, je vais pas rentrer dans les détails du point 7. On peut en discuter après, mais on a fait donc un deuxième texte qui focalise plus sur la réaction sociale, comme disent les criminologues, envers des cas de fraude. Et justement, en relation avec cette idée du paratonnerre, on s'est rendu compte dans cette analyse, donc dans le deuxième texte, qu'en fait, il existe beaucoup de possibilités de réaction et même de punition de fraudeurs scientifiques, mais qui sont très peu utilisées. Ce qu'on voit par contre, c'est que donc d'un côté on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, mais qui sont très peu utilisées. En tout cas, il y a très peu de données, très peu de recherches sur la façon dont on réagit par ces moyens-là. Et ça aussi, ça détonne fortement avec ce discours de la zero tolerance et ce discours, discours et politique de zero tolerance, que dans la pratique, apparemment, il n'y a pas de développement de procédures de réaction sociale qui sont vraiment mobilisées.
Mais d'un autre côté, quand on consulte la littérature sur la fraude scientifique, on voit qu'à chaque fois qu'il y a comme ça un rebound d'attention pour des cas dans les médias, mais aussi dans la politique scientifique au niveau européen, par exemple, on voit qu'il y a comme ça un réveil éthique. Donc, on a développé dans l'article en fait 2 pistes par lesquelles cette attention pour la fraude scientifique ou le comportement scientifique problématique passe en fait par l'installation d'instruments qui doivent emmener vers le bon scientifique. Et il faut comprendre ça comme celui qui est honnête, en contradiction, en polarisation avec le scientifique fraudeur, qui n'est pas le bon. Donc il y a la théorie de la mauvaise pomme, bon, elle est là-dedans. Donc il y a deux instruments, c'est les codes of conduct, dans lesquels le bon, honnête scientifique est proposé. Et ces codes proposent en fait un scientifique comme une figure morale. On doit être d'abord bon et honnête avant d'être un bon scientifique. Les deux. Et de l'autre côté, ces commissions éthiques qui en fait vont évaluer les projets de recherche, qui ne sont pas encore des recherches, et qui vont évaluer les risques que posent ces projets de recherche, non seulement des risques parce qu'ils impliquent des humains, ça vient de la recherche en médecine, etc., mais qui aussi vont faire un petit, comment dire, ils vont évaluer des projets de recherche en essayant et en contrôlant, disons, le design et le format de la recherche pour voir si c'est bien un bon, scientifiquement bon projet de recherche. Donc c'est des instruments de contrôle, mais si vous avez des questions là-dessus, on peut y aller pendant la discussion. Nous, en Flandre, à la VUB par exemple, on a dû organiser, installer, institutionnaliser une commission éthique parce que le FVO exige pour tous les projets reconnus, enfin financés, qu'ils aient un avis positif de la commission éthique. Donc on voit comment ces systèmes se mettent en place et quel type de conséquences et d'effets ils ont sur les pratiques, comme on a dit, les pratiques scientifiques qui sont diverses, qui ne sont pas toutes... Enfin, donc cette pluralité qui, en fait, là, ces commissions vont avoir une sorte d'effet disciplinaire. Ils vont discipliner les scientifiques à proposer des recherches qui auront une chance d'obtenir cet avis positif, évidemment. Parce que sinon, tu ne peux pas la faire, la recherche. Donc, comme ça, un lien, un double bind qui s'installe. Pour les recherches en humanité, c'est tout à fait absurde parce que ça revient à que peut-on penser ? Jusqu'où peuvent aller nos interprétations ? Donc on n'est pas uniquement aussi au niveau de la forme et de la façon de citer ou non, c'est vraiment... Non, il s'agit vraiment d'une évaluation éthique. C'est avant que la recherche se fasse. C'est pour pouvoir faire la recherche, il faut avoir cet avis positif. Donc il y a là un installement d'un instrument de contrôle, si on veut, qui remplace aussi les mécanismes en pratique de contrôle entre les peers. L'université libre, c'est assez étonnant, non ? Mais on n'est pas libre dans ce sens-là. C'est très important. Non, mais c'est aussi, les FVO nous exigent de pouvoir... Donc on avait déjà ces commissions, je suis sûre que dans d'autres universités aussi, pour la recherche en médecine par exemple, ou en psychologie, où on fait des tests cliniques avec des répondants. Enfin, ça a toujours été... Enfin, c'est déjà depuis longtemps comme ça. Mais on voit que ce modèle se reprend et va en fait coloniser, ensemble avec la knowledge economy, va coloniser différents domaines, tous les domaines de la recherche. C'est vrai que dans les commissions, et moi je suis dans la commission de la VUB, on se rend compte que il faut faire la discussion parce qu'on se rend compte que la discussion sur des projets de recherche qui viennent de la faculté de droit, ça n'a pas de sens. D'abord, il n'y a pas d'humains impliqués, enfin, je veux dire, donc il y a beaucoup d'arguments pour... Mais on voit que dans la communauté universitaire,
on entend qu'il y a nécessité de passer par la commission éthique et ça va de plus en plus loin. Donc, enfin, mais je vais essayer de finaliser et comme ça on peut discuter peut-être. Alors je vais plutôt m'axer sur le que faire. Alors que faire? Comme on a écrit dans notre texte, il y a beaucoup de pistes possibles et on voit aussi que c'est peut-être une caractéristique des contextes académiques, universitaires, scientifiques, que ces pistes sont parfois très individuelles. Alors un beau exemple est la zombification, les zombies académiques. Moi j'ai beaucoup aimé la recherche de Ryan sur comment les académiciens, enfin les universitaires gèrent cette pression, cette façon de devoir faire leur travail. Et ceux-là, ces zombies, sont ceux qui en fait supportent ces pressions, ces exigences, mais d'une façon, disons, vidée de motivation, comme des vrais zombies. Et ils espèrent ou ils vivent avec l'idée ça va passer, ça va pas durer, je vais faire mon temps, je vais espérer la retraite et puis je serai libérée de tout ça. Donc c'est une réponse minimale, mais qu'effectivement il faut se demander jusqu'à où il faut aller si on a encore 20 ans à travailler, c'est peut-être un peu long avant de devenir un vrai zombie. Donc il y a une sorte d'attitude là qui est aussi problématique parce que c'est pas, il y a une sorte d'aliénation à être un scientifique et d'autres. Bon, dans le texte on les met en avant. Le deuxième, c'est beaucoup plus répandu, je pense. Enfin, le premier aussi, on le voit, mais le deuxième aussi, c'est être plus, disons, trouver une façon de coping et d'essayer de faire son propre jeu, ruser le système, avec le système. C'est d'essayer d'un côté, c'est un peu moi j'ai appelé ça schizophrénique. D'un côté, on joue le jeu, on essaye d'obtenir au plus d'argent pour créer sa propre liberté ou la liberté dans l'équipe de recherche. Puisqu'il faut de l'argent, allez, on va faire de l'argent et puis à côté, on va essayer de créer du temps, par exemple, pour faire un doctorat. Donc, et créer ces espaces libres. Mais là aussi, la question se pose jusqu'où et jusqu'à quand on peut continuer de le faire, parce que évidemment, on comprend que s'acheter du temps, cette course, elle est infernale et ça emmène à une sorte de spirale où, de toute façon, on n'aura plus le temps. Donc, on sera bouffé de toute façon par cette quête qui est vraiment monétaire. Je veux dire, il faut les budgets. Pour ces budgets, il faut faire des choses, évidemment. Ça ne suffit pas d'avoir un projet européen. Il faut faire les deliverables. Il faut les écrire, il faut faire la recherche, etc. Donc, c'est pas sûr qu'elle est tenable, cette stratégie, une course contre le temps. Alors, la troisième piste, et là, il y a plus de résistance, si on veut, c'est la slow science. Donc, le mouvement qui fait appel, et qui partout, quand même, on sent qu'il y a une sorte de... il y a peut-être là, oui, une sorte aussi un common, dans le sens qu'on peut se retrouver, que tous les scientifiques en fait savent qu'il faut un certain tempo, un temps qui est pas si vite, pas fast science, et donc qu'il faut exiger cette autre temporalité pour la vraie pratique, la pratique scientifique qui n'est pas emprisonnée dans ce but posé par la fast science. Et ce temps, c'est un temps qui est nécessaire pour se construire les questions de recherche et pas les questions de recherche qui sont imposées par les courses. Le temps pour discuter sur les méthodologies, les approches, le temps pour discuter ce que signifient les résultats avant de les publier, etc., etc. Donc c'est un mouvement qui s'est mis en marche, qui est là, mais la question qui se pose là aussi, c'est dans quelle mesure cela va être vraiment un mouvement et
est-ce que ça peut obtenir quelque chose en contre cette machine avec beaucoup de pouvoir, hein, comme on voit bien avec le capitalisme, ben ici on voit la même chose. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir institutionnel et politique, et avec ils, je veux dire ceux qui décident de la politique scientifique aujourd'hui. Et donc cette résistance avec le slow science n'est pas si évident que ça. Nous proposons dans les deux textes en fait que oui, que c'est aux scientifiques même de faire l'exercice, un exercice de réflexion concernant les contraintes qu'il faut respecter dans diverses pratiques scientifiques. Et il faut en faire un sujet de discussion indépendant de knowledge economy, donc en dehors, disons, du travail de daily, hein, de tous les jours quotidiens. Et on nous avait critiqué dans une procédure de review, c'était amusant, on nous avait critiqué pour dire qu'en fait on faisait une sorte d'appel nostalgique pour un retour au temps de l'âge d'or de la science, hein. Avant le knowledge economy, mais c'est pas du tout ça. C'est pas cet appel à un retour quelque part dans le temps qui n'a jamais existé, mais c'est oui, peut-être réinventer d'une certaine façon la manière dont on peut parler de nos pratiques nous-mêmes d'abord, et aussi ça en relation, ou mettre ça en relation avec la politique scientifique, institutionnelle, et aussi la société. Donc, arriver à une sorte de, nous on a appelé ça les cahiers de doléances de nos pratiques scientifiques, inventer, surtout réinventer, pour pouvoir travailler dans la confiance. Et en final, je dirais, aux zombies, je dirais, ceci ne va pas passer, ça ne va pas partir. Il faut pas espérer ça. Et aux schizophrènes, c'est-à-dire que le risque existe qu'on perde la bataille contre le temps et la spirale infernale. Peut-être il faut agir de différentes façons. Peut-être qu'il faut aussi aller voir comment les étudiants font, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu à la radio, mais à Amsterdam, les étudiants, ils ont occupé les bâtiments universitaires. Parce que cette histoire sur le knowledge economy n'est pas juste quelque chose qui a à voir avec la recherche scientifique, mais ça a aussi à voir avec l'enseignement scientifique. Et donc, il faut peut-être de l'action. Les étudiants là-bas, ils sont donc occupés les bâtiments parce qu'à Amsterdam, par la logique de knowledge economy, le rendement de l'enseignement universitaire, ça les a emmenés à annuler quelques programmes, des petits programmes avec peu d'étudiants qui rapportent pas assez. Et voilà. Et donc il y a toute une réforme qui se fait dans l'enseignement là-bas qui quand même a mobilisé beaucoup d'étudiants. Donc voilà, il faut réagir sûrement de différentes façons, comme j'ai dit, surtout parce que, comme pour faire le parallèle, une autre science est possible et aussi une autre politique scientifique est possible. Enfin, nous on le pense en tout cas. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour